Ils et elles expliqueront et diront quelles sont les organisations qui participent, qui ont organisé ce rassemblement. Ensuite, la parole sera donnée à toutes les organisations qui s'inscrivent dans cet appel et qui souhaitent parler. C'est pas obligé, hein. Et ensuite, toutes celles et tous ceux qui veulent s'exprimer pourront le faire, sans aucune censure. Appel commun de l'Union syndicale solidaire, de la FSU, de la CGT, du NPA, d'Ensemble, de Lutte ouvrière, du Parti de gauche, de la France insoumise et des associations Solmiré, Collectif de défense des droits et libertés des étrangers, Confédération nationale du logement, Agir ensemble contre le chômage, Alternativa et ANV COP21. Stop aux mesures liberticides, sortons la santé de la marchandisation, contre la crise sanitaire et sociale, des moyens humains et matériels maintenant. Cela fait maintenant 9 mois que nous avons été touchés par la première vague du Covid. 9 mois qu'a été mis au grand jour le fait que notre système de santé, que le monde entier nous enviait, n'était plus performant parce que les politiques successives n'avaient cessé de le casser. 9 mois que des associations demandent la fermeture des centres de rétention et une mise à l'abri digne des personnes à la rue. 9 mois pendant lesquels rien n'a été fait pour que la catastrophe sanitaire qui s'était déroulée ne se reproduise plus jamais. Le Ségur de la santé n'a répondu en rien aux principales revendications des personnels hospitaliers pour des soins de qualité, des postes et des lits. Les personnels du médico-social en sont par ailleurs les grands oubliés. Nous sommes désormais face à une nouvelle vague et le gouvernement n'a pour seule réponse qu'une série de mesures toutes plus liberticides les unes que les autres, visant à pallier les défaillances du système hospitalier. Interdiction de manifester, de se rassembler, de circuler. En bref, boulot, métro, dodo. Depuis 20 ans, ce sont plusieurs dizaines de milliers de lits qui ont été supprimés. 8000 sur les 2 dernières années. Les 12 500 lits de réanimation annoncés par le ministre de la Santé sont un mythe. Pas un lit n'a été créé. Il s'agit de lits existants pouvant être transformés, mais à quel prix? Il est intolérable que pour la seconde fois, de nombreux patients souffrant d'autres pathologies, parfois graves, se voient refuser l'accès aux soins à l'hôpital. Selon les premières estimations, plusieurs milliers en mourront et plusieurs dizaines de milliers subiront une dégradation de leur état de santé. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 3000 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, en fait plus de 4000 aujourd'hui, ainsi que plusieurs milliers de lits d'hospitalisation. La situation est particulièrement critique en région parisienne et dans certaines métropoles, mais c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Au début du mois d'octobre, Olivier Véran lançait un appel à l'aide au personnel soignant. De qui se moque-t-il? Depuis des années, les suppressions de postes s'enchaînent, plusieurs milliers au niveau national. Depuis des années, les conditions de travail se dégradent à tel point que désormais,
La durée de vie, entre guillemets, d'une infirmière à l'hôpital n'est plus que de 7 ans. Depuis des années, les emplois proposés ne sont que des enchaînements de contrats précaires, de périodes d'essai de parfois 8 mois, et ils s'étonnent du fait que les personnels soignants ne répondent pas à des propositions de contrats de 3 mois sous-payés pour gérer l'épidémie de Covid. Beaucoup l'ont fait en mars et n'ont eu pour seule réponse que des applaudissements et des promesses de médailles quand ils n'ont pas eu à se disputer une prime au mérite. Ils ne le feront pas 2 fois. Les premières victimes sont encore une fois les précaires, avec 1 million de personnes supplémentaires passées sous le seuil de pauvreté depuis le début de la crise. Ce sont également les femmes pour qui le couvre-feu peut entraîner de graves conséquences lorsqu'elles se retrouvent enfermées auprès d'un homme violent. Pour tout cela, nous ne pouvons accepter les dernières mesures annoncées par le gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit d'une économie de 4 milliards d'euros. Ce n'est pas ce type de reconnaissance qu'attendent les personnels et les usagers. Il faut dès maintenant organiser la réouverture de tous les lits, de toutes les structures et hôpitaux de proximité qui ont été fermés, pour un égal accès de tous à des soins de qualité. Le besoin est aujourd'hui le recrutement de 100 000 personnels dans les hôpitaux. Quant aux EHPAD, 200 000 personnels supplémentaires sont nécessaires. Et il faut permettre aux personnes âgées et handicapées qui le souhaitent de pouvoir vivre dans leur domicile ou dans un lieu de vie vraiment choisi, avec un accompagnement pluridisciplinaire de qualité, 24 heures sur 24 par des services de proximité. Sinon, nous courons droit à la catastrophe. De nombreux lits sont aujourd'hui fermés faute de soignants, notamment car il est impossible de remplacer ceux malades du Covid. Ce n'est pas en empêchant les personnels de prendre leur congé, en les appâtant avec des heures supplémentaires à la clé, que nous pourrons faire face à cette crise sanitaire. Nous ne pouvons plus accepter qu'on restreigne nos libertés, notre vie sociale, alors qu'en parallèle, rien n'est fait pour l'hôpital public. Nous ne pouvons plus accepter qu'on tente de nous faire croire que nos comportements individuels sont responsables de la majorité des contaminations, en balayant d'un revers de main les contaminations dans les transports et milieux professionnels. Nous dénonçons les politiques hypocrites des préfectures concernant les plus précaires et les sans-abri. Les expulsions locatives avant le début de la trêve hivernale se sont multipliées. Comment un précaire ou un sans-abri peut-il respecter un couvre-feu sans toit? Les premières victimes sont encore une fois les précaires, avec 1 million de personnes supplémentaires passées sous le seuil de pauvreté depuis le début de la crise. Ce sont également les femmes pour qui le couvre-feu peut entraîner de graves conséquences lorsqu'elles se retrouvent enfermées auprès d'un homme violent. Pour tout cela, nous ne pouvons accepter les dernières mesures annoncées par le gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit d'une économie de 4 milliards d'euros sur les postes de travail, sur les remboursements de soins, notamment pharmaceutiques. Et nous ne pouvons pas non plus accepter qu'en parallèle, une fois encore, on fasse payer les plus pauvres avec le forfait de 18 € imposé aux urgences pour les patients qui ne se feront pas hospitaliser. Nous ne pouvons plus accepter que des milliards d'euros soient accordés à des grands groupes qui licencient par milliers tout en versant des dividendes de millions d'euros à leurs dirigeants pendant que l'hôpital public meurt à petit feu. Non! Vous ne ferez pas taire notre colère! Non! Vous ne ferez pas taire notre colère! Je commencerai par une citation
Un peuple qui est prêt à échanger une part de liberté pour une part de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et va forcément finir par perdre les deux. Voilà dans la situation dans laquelle nous sommes. On nous a volé une part de liberté. Nous plongeons ainsi dans l'insécurité. Voilà, c'est une phrase de Thomas Jefferson. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour lutter pour la liberté et la santé, car les deux choses vont de pair. Lutter contre le vol de nos hôpitaux. Car oui, il ne s'agit pas d'une privatisation, c'est non seulement une privatisation, mais il s'agit également d'un vol. C'est un vol, le vol des hôpitaux publics. Le vol des hôpitaux publics qui nous sommes essentiels pour lutter contre une pandémie comme celle-ci. Le vol, car à l'Hôtel Dieu à Paris, un tiers des livres, un tiers de l'hôpital va être privatisé. Et pourquoi faire? Un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique pour que ces riches, pour que ces bourgeois qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous sommes, une situation catastrophique, une situation affreuse, puisse encore se gaver sur notre argent. Ils se gavent sur nos efforts, ils se gavent sur notre sueur. Nous disons non au logiciel de reconnaissance faciale pour traquer les opposants politiques, non à une dictature bananière, non à la reconnaissance faciale, non à la surveillance par drone. Non à la privatisation de l'hôpital, car dans privatisation, il y a être privé. Défendons le service public avant d'en être privé. Battons-nous pour nos libertés, car une fois nos libertés supprimées, il nous sera difficile, voire impossible de les retrouver. Merci. Moi, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par Noël, Michel et le camarade qui viennent de parler, parce que on est vraiment tous d'accord là-dessus. Moi, je parle au nom de Lutte ouvrière et je voudrais surtout axer sur les attentats et sur l'appel à l'unité nationale qu'on entend partout. Donc ça va durer entre 4 et 5 minutes, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Alors oui, l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, perpétré par un jeune fanatisé inspiré par un courant fasciste qui se revendique de l'islam, est une abjection. Sans oublier bien sûr ce qui s'est passé à Nice et dernièrement à Vienne, en Autriche. Tous ceux qui se revendiquent de la classe ouvrière et de l'émancipation sociale dont elle est porteuse doivent combattre ce courant d'extrême droite qui cherche à mettre sous sa coupe la population musulmane. Ces agitateurs intégristes prétendent parler au nom des musulmans qui peuvent, à juste titre, se sentir stigmatisés ou rejetés. Mais ils ne visent qu'une chose, imposer leur ordre moral à tous, à commencer par les musulmans. On a vu lors des derniers attentats aussi en Afghanistan. Mais ils doivent aussi combattre l'extrême droite fasciste de l'autre bord, celle qui s'attaque aux mosquées et aux immigrés. Chacun dans son camp, ils veulent diviser le mouvement ouvrier, dresser les travailleurs les uns contre les autres. La dictature qu'ils préparent pèsera avant tout sur les classes populaires. Comme le monde occidental a ses fascistes d'extrême droite, le monde musulman a les siens. Quand l'extrême droite identitaire utilise la peur de l'étranger, les islamistes se servent de la religion pour dominer ce qu'ils considèrent être leur communauté. Les deux s'alimentent mutuellement, les deux sont des ennemis mortels des travailleurs. Qu'ils viennent des rangs de l'extrême droite ou des intégristes, ceux qui prétendent limiter les libertés veulent faire de nous des moutons dociles, soumis à eux, mais aussi au patronat. Il ne s'agit pas seulement de discuter où se trouvent les limites de la liberté d'expression. Ce sont nos droits et nos intérêts de travailleurs qui sont menacés, c'est-à-dire la liberté de contester, de s'organiser, de revendiquer et de faire grève. Alors les travailleurs doivent combattre ces deux ennemis en faisant bloc en tant que prolétaires, en s'appuyant sur leurs intérêts communs d'exploiter et sur les combats qu'ils ont à mener ensemble, jour après jour. Oui, ce système capitaliste est en crise. Il est en fin de course et nous le payons, tous. Il menace d'entraîner avec lui toute la société, les travailleurs, mais aussi les petits commerçants, les artisans, qui sont eux aussi victimes du grand capital. Nous savons bien que l'État défend les intérêts des gros capitalistes, comme l'a dit Michel, je crois, tout à l'heure, en leur versant la plus grosse partie des aides censées sauver l'économie et la petite entreprise. Certes, l'activité des petits commerçants est étouffée par le Covid, mais ils sont surtout étranglés par le système capitaliste et l'État à son service. Et dans cette lutte que nous devrons mener contre ce système injuste, ils devront devenir nos alliés. Et ce système ne pourra disparaître que lorsque notre classe, celle qui fait tout marcher dans la société,
jouera son rôle dans la transformation sociale et mènera le combat jusqu'au bout, jusqu'au renversement de la bourgeoisie. Je voudrais dire aussi que tous ceux qui prétendent réagir à la barbarie qui monte partout dans le monde, au nom de la République, de la démocratie, de la laïcité, en se regroupant derrière l'unité nationale, comme le préconisent Macron et tous les politiciens, quelle que soit l'étiquette, ni le fait que la société est divisée en deux classes, les exploités et les exploiteurs, les Peugeot, Arnaud, Bolloré, Total et j'en passe. Oui, ce sont ces grands groupes capitalistes qui dirigent le monde et qui imposent leurs lois par l'intermédiaire des gouvernements à leur service. Ici même en France, les mesures gouvernementales pour combattre la crise sanitaire sont un moyen d'embrigader la population pour nous habituer à obéir. Car les moyens employés pour freiner cette pandémie ne servent qu'à dissimuler les responsabilités passées et présentes de l'État qui verse des milliards aux grands groupes industriels et qui en même temps réduit toute une partie de la population à la misère. Mais toutes ces mesures servent aussi à préparer un avenir plus autoritaire. Et celles prises au nom de la lutte contre le terrorisme vont dans le même sens. Car qu'est-ce qui va se passer demain? À cause de crapules fanatisés ou embrigadés par des filières terroristes, combien y aura-t-il de contrôles aux faciès, de jeunes des quartiers confrontés au racisme et à la suspicion générale? À cause de terroristes sous statut de réfugiés, combien de migrants fuyant les guerres et les persécutions seront rejetés? Seuls les travailleurs, unis par-delà les différences d'origine, de nationalité et de religion, peuvent casser cet engrenage. Oui, l'avenir de notre capacité à réagir, à nous mobiliser et à combattre ce capitalisme qui nous mène à l'abîme. Oui, le courant que je représente, celui des communistes révolutionnaires, défend la seule perspective qui peut représenter un avenir pour la société, le renversement du pouvoir économique et étatique de la bourgeoisie par la classe ouvrière. Il n'y a pas d'autre alternative. Bonjour à tous et toutes, je prends la parole au nom de la France Insoumise. On a évidemment bien évidemment appelé à participer à ce rassemblement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par Michel, par Noël, sur les questions sanitaires, sur les politiques du gouvernement en matière sociale et économique. Moi, je voudrais juste alerter sur les questions des libertés publiques. On est dans une situation où on assiste à une véritable dérive, une dérive autoritaire. On a un changement de régime qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi très mobilisés sur ces questions-là, avec la loi sur le séparatisme, la loi également sur la sécurité publique. Tout ça, ce sont des projets de loi sur lesquels on doit être alerté, sur lesquels on doit faire bloc et sur lesquels on doit vraiment lutter. Je voudrais rappeler aussi que toutes les décisions qui sont prises à l'heure actuelle sont prises par un comité de défense qui n'est élu par personne, qui ne rend des comptes à personne et qui ne pourra pas être poursuivi juridiquement puisque c'est sous le coup du secret défense. Donc finalement, on a un gouvernement qui ne gouverne plus, on a un parlement qui ne sert plus à rien que comme chambre d'enregistrement. J'en veux encore pour preuve ce qui s'est passé cette semaine avec notamment l'amendement qui avait été proposé pour réduire l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement a fait revenir ses Playmobil pour à nouveau faire voter un nouvel amendement pour que ce délai soit à nouveau repoussé. Donc on est véritablement dans un changement de régime. On a un seul homme au pouvoir qui mène la politique qu'il veut, dans un secret défense le plus total, et on est véritablement dans un système autoritaire qui est en train de s'installer, et il ne faut pas avoir peur des mots, et il faut qu'on reste mobilisé sur ces questions-là. Merci beaucoup. Un dernier point, il y a un rassemblement qui est organisé par AC pour la défense des chômeurs le 28 novembre. C'est quoi le départ, Alain? Place Pasteur, le 28, à quelle heure? À 14h. Merci beaucoup. En mars, le monarque disait « Les jours heureux reviendront ». Il parlait de rupture avec le monde d'avant. Ces ruptures, il était prêt à les assumer. Avec ces grands mots, lui et sa clique se voulaient disruptifs. Les 6 millions de chômeurs, les 10 millions de pauvres apprécieront. Car le monde à Macron, le monde d'après, c'est l'enfer. Il est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le monde à Macron, c'est le monde d'Orwell dans 1984. Empire, restez cloîtrés, faites-vous livrer, bannissez tout contact humain.
Amazon, cette multinationale qui ne paie pas ses impôts, qui pollue la planète, qui mène ses salariés à la baguette, dit merci Macron. Alors, en fait, c'est quoi la feuille de route de la Macronie? Mais avant, j'ajouterai quand même, Macron, c'est la cigale de La Fontaine qui a chanté tout l'été « Confiance, confiance, croissance » et qui, 8 mois après, n'a rien fait pour que ce tsunami sanitaire ne se reproduise. Alors la feuille de route à la Macronie, c'est quoi? C'est faire crever tous les commerces dits non essentiels, à savoir les petits commerces, les libraires, les coiffeurs, tous ceux qui n'ont jamais été des foyers d'infection. C'est faire crever les barman, les restos, les établissements culturels et nous priver ainsi de tous ces petits bonheurs. Mais c'est tolérer tout ce qui relève du travail et qui expose beaucoup plus au virus. Alors, je vais en conclure. Les amis, ce qui se passe à l'éducation nationale, je voulais en ajouter un petit mot, c'est très très grave. Après les volte-face de Blanquer, le nouveau père Ubu, dirais-je, il envoie sa police matraquer les lycéens qui bloquent leur lycée parce qu'ils réclament des protocoles sanitaires qui les protègent eux et leurs familles. Alors Macron ne peut pas confiner plus longtemps nos colères. Investissons la rue. Il faut une mobilisation populaire d'ampleur. Bonjour. Alors, j'ai plein de sujets qui me débordent de la tête, donc je vais essayer de commencer par un bout pour finir sur un autre sujet après. Déjà, par rapport à la dame qui a parlé du terrorisme, moi j'ai une interpellation à faire à M. Emmanuel Macron. Monsieur Macron, vous prétendez combattre le terrorisme. Vous l'avez dit avec votre gouvernement sur tous les plateaux de télé. Vous combattez le terrorisme, vous combattez le terrorisme. Alors dans ce cas, je vous interpelle sur une incohérence. Dites-moi pourquoi, si vous prétendez combattre contre le terrorisme, vous soutenez un pays qui le finance pour des questions de pétrole et de vente d'armes, l'Arabie Saoudite. Pourquoi vous continuez de financer un pays qui finance le terrorisme, puisque vous dites que vous le combattez? Voilà, déjà je voudrais parler à propos de ça. Ensuite, moi je me rappelle quand même d'une chose, mais qui m'a sidéré vraiment. Ça me rend nerveux. En 2018, la ministre Nicole Belloubet avait proposé, enfin, même pas proposé, a pris la décision sur les 5 ans qui viennent, on est dans les 5 ans, de relâcher, écoutez bien, 450 djihadistes. 450 précisément, dans le journal c'est écrit radicalisés. Ils ont relâché 450 radicalisés en 2018 sur les 5 ans qui viennent. Et pendant qu'ils font ça, je me rends compte qu'ils ont été capables, bon courage, de mettre 20 fois, 30 fois, 40 fois plus de gilets jaunes. Des gens qui se battaient pour leurs droits, pour leur travail, qui avaient travaillé toute leur vie. Ils ont été capables de mettre en tôle beaucoup plus de gilets jaunes que de radicalisés. Et ça, je comprends pas. Et pour finir, et ce sera ma conclusion, je souhaite réagir à une manifestation de commerçants qui a eu lieu à Ajaccio par rapport au confinement. Moi, je voudrais simplement dire à ces gens-là qu'il faut nous réunir, qu'il faut arrêter de faire des manifestations par secteur comme ça. Parce que moi, ce que je n'oublie pas, c'est que pendant que tous les autres qui étaient gilets jaunes se battaient contre le gouvernement, tous ces commerçants disaient du mal des gilets jaunes pour leur chiffre d'affaires. Et puis maintenant, quand le gouvernement leur tape dessus, c'est maintenant que vous vous réveillez. C'est maintenant que vous vous réveillez parce que le gouvernement vous tape dessus. Alors que pendant ce temps-là, il y avait plein de gens qui étaient en tôle, qui se faisaient arracher les yeux, des mains, et puis qu'on a abandonné. Alors plutôt que de nous diviser pour des questions de chiffre d'affaires ou autres, réunissons-nous, bougeons-nous.
Bon. Moi, je vais dire deux mots, vraiment deux petits mots au nom du NPA. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, c'est d'y comprendre quelque chose dans cette crise sanitaire. Il y a la moitié des médecins qui ont bac plus 15 qui disent que c'est très grave et qu'il faut rester confiné. Il y a l'autre moitié des médecins qui ont bac plus 15 qui disent c'est vachement moins grave qu'on ne le pense, c'est pas la peine d'être confiné. Et nous, au milieu, il faut qu'on y comprenne quelque chose. Et puis surtout, on a un gouvernement qui, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, nous dit une chose et puis son contraire. Il faut rester confiné, il ne faut pas rester confiné. Il y a un couvre-feu, il ne faut pas de couvre-feu, il faut fermer, il faut ouvrir, il faut fermer à moitié, etc. Et si on y comprend quelque chose, alors là, on est très très fort. Moi, ce que je pense, c'est que la crise sanitaire et notre santé, avant toute chose, elle nous concerne. Elle nous concerne nous, elle ne concerne pas seulement les scientifiques, même s'ils sont très forts et on a besoin d'eux pour nous soigner, mais on n'est quand même pas plus bête que la moyenne et on sait ce qu'il faut faire pour préserver notre santé, globalement. Et ce qui serait bien, ça serait qu'effectivement qu'on puisse se réunir, qu'il y ait des débats contradictoires entre médecins, pas d'accord, ou d'accord entre eux, de façon à ce qu'on y comprenne quelque chose. Mais cette façon de traiter la crise, cette façon de nous infantiliser, en nous faisant remplir des papiers, ne serait-ce que pour aller faire pisser notre chien, c'est inadmissible, c'est pas possible, ça peut pas durer. Et puis juste une petite chose, c'est que voir les SDF qui sont dans la rue, pendant que nous, qui avons des appartements, qui sommes confinés, comme des bandits, et avec ce gouvernement de menteurs, qui n'arrête pas de mentir tous les jours. Eux ne sont pas confinés, eux ils n'ont pas d'appartement pour être confinés. Donc pourquoi ne pas entamer des structures spéciales pour les SDF pour être confinés? Parce que nous on est confinés, eux aussi doivent être confinés. C'est pas normal, c'est la justice. Là, derrière toi. Vous y croyez encore à ce gouvernement? Ils nous ont tous menti. Manipulation des statistiques. Remède interdit, la chloroquine. Expert censuré, Didier Raoult, le professeur Montagnier. Personnes âgées laissées pour mortes, euthanasiées avec l'utilisation du Rivotril. Test non fiable. Le test qui détecte le coronavirus détecte 5 coronavirus différents. Confinement et masque inutile. Un masque, c'est comme si vous prenez un mouchoir plein de merde et vous le mettez dans le nez pendant 4 heures. Voilà. Maltraitance des enfants à l'école, port du masque à partir de 6 ans. Et bientôt 2 ans. Deuxième vague, inexistence. Avec des chiffres truqués. Alors maintenant, la peur du virus, c'est fini. Bon, tu parles pour rien encore? Parce que donc là on va bientôt finir les interventions de façon à pouvoir partir un minimum en cortège. C'est un tout petit cortège, vous avez vu, hein, c'est un parcours qui va aller de Grande Rue jusqu'à Granvelle, rue de la Préfecture, et on termine à la Préf. Mais bon, je pense qu'il faut le faire quand même. Donc on passe une dernière intervention rapide et puis on y va. Oui, moi je voudrais revenir sur la crise sanitaire. Elle traduit une chose, c'est l'incurie, pas simplement du gouvernement Macron, mais de la bourgeoisie. Hein, dans tous les pays développés, ils en sont à nous culpabiliser et c'est ça qui est insupportable. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous ont menti sans arrêt. Et ils sont incapables de résoudre cette crise. Alors oui, il faut que ça nous renforce, parce que nous, on aurait fait des choses depuis 9 mois.
On n'aurait pas supprimé des lits dans les hôpitaux comme ils l'ont fait. On en aurait créé, on aurait gardé la réserve, on aurait embauché des gens, des brancardiers, des aides-soignantes, des ASH pour soulager les médecins et les infirmières. On aurait pu embaucher des milliers de personnes. Dans les lycées, combien de préfabriqués ils ont construits pour pouvoir dédoubler les classes en 9 mois? On aurait pu doubler les surfaces dans lesquelles accueillir les élèves dans tous les lycées et dans les collèges. On aurait pu embaucher des milliers d'AED pour les prendre en charge pendant que les profs font des cours. Alors oui, hein, il est temps de renverser ce système et que les travailleurs, ils se prennent en main et ils organisent eux-mêmes la société. Ils comptent leurs sous, on compte nos morts. 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 Nous ne confinerons ni notre colère, ni nos libertés. Nous ne confinerons ni notre colère. Nous ne confinerons ni notre colère, ni nos libertés. Si quelqu'un me parlait, hein, le micro est ouvert.
mais ferme ta gueule. Travaille, consomme, mais ferme ta gueule. Que vous savez combien de lits ont été supprimés en 40 ans? La moitié des lits d'hôpitaux ont été supprimés en 40 ans. Et pour masquer les conséquences de leur politique, le gouvernement, pour pas engorger les lits de réanimation, le gouvernement nous confine. Mais c'est pas du tout pour sauver des vies, c'est simplement pour masquer leur turpitude. Faut jamais l'oublier, ces confinements, que ce soit ceux du printemps ou aujourd'hui, n'ont qu'une raison d'être, c'est de masquer les conséquences de leur politique de destruction de la santé publique. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, moi je voulais vous interpeller parce que vous avez vu au cours du mouvement des Gilets jaunes la répression qui a été faite sur le peuple qui crève la faim, qui n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et donc le gouvernement accélère. Il s'en est pris aux militants syndicaux, aux militants de tous bords. Et en fin de compte, maintenant, il est en train de passer une loi liberticide. Là, c'est une loi qui s'appelle le projet de loi Fauvergue, qui est sur la sécurité globale. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de mettre en place l'interdiction de diffuser des images des policiers. Toute image qui peut identifier un policier est répréhensible de 45 000 € d'amende, il me semble. Et donc voilà, donc ça c'est très grave parce que avec ce loi-là, malheureusement, on n'aurait pas pu voir les bavures policières qu'il y a eu, comme avec Mathias, qui a pris un coup de matraque à Besançon, qui a été filmé par plein d'autres personnes. Et c'est grâce à ces films, c'est grâce à ces films des gens qui sont là, grâce à Radio Bip et tout ça, qu'on a pu mettre en avant cette bavure policière. Il y a eu beaucoup de bavures policières qui ont été mises en avant grâce aux films des gens, des médias indépendants, parce que c'est pareil, les médias ils vont les trier sur le volet. Il y a aussi la surveillance par drone. Vous entendez, il y a la surveillance par drone qui va être mise en place. Ça, c'est quand même catastrophique pour nos libertés individuelles. Donc, il va y avoir aussi la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça veut dire que partout où on va, on sera reconnu. Mais nous, on est dans le pays des droits de l'homme. On est en France. Comment, nous, notre société, nous, les citoyens, on peut accepter ça? Il faut faire pression sur vos députés pour pas que cette loi liberticide passe. On compte sur vous. Ne laissez pas la France devenir un régime autoritaire. Ne laissez pas la France devenir un régime autoritaire. Donc, avant que tout le monde s'éparpille, on pourrait, au moins avec les organisations qui ont participé à la mise en place de ce rassemblement et de cette manifestation, on pourrait peut-être se voir dans la semaine pour voir si ça ne serait pas possible quand même, d'ici 1 ou 2 semaines, de renouveler cet événement et d'appeler à une autre manifestation sur Besançon, parce qu'on n'est quand même pas sorti de la crise biopolitique et ça mérite quand même qu'une partie des gens qui ne sont pas d'accord puissent se faire entendre dans la rue. Mais donc je voulais simplement en appeler aux organisations qui se sont réunies cette semaine pour éventuellement qu'on se retrouve dans la semaine et qu'on essaie de se mettre d'accord. Voilà. Je voulais simplement rappeler que le 17 novembre, c'est le 2e anniversaire des Gilets jaunes. Alors soyez tous présents. On chante? On chante? Ouais. On lâche rien, 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 on lâche rien.
lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Du fond de ma cité HLM jusque dans la campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chauffeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était ça qu'un bourse sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes recommencent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc à l'écoute de nos organisations pour une prochaine manifestation, et vous en avez déjà entendu, le 28 novembre, à l'appel d'AC, tous ensemble contre le chômage, Place Pasteur à 14h.